Vendredi 27 février 2026, la Cour d'assises de Paris a condamné en appel le Rwandais Claude Muhayimana à une peine de 14 ans de réclusion après l'avoir reconnu coupable de complicité de génocide commis dans l'ancienne préfecture de Kibuye à l'ouest du Rwanda. Cet ancien chauffeur à Kibuye, pendant le génocide, a vu sa peine de 14 ans de réclusion confirmée en appel. Qu'est-ce qui explique cette confirmation de la peine prononcée au premier degré et comment comprendre cette affaire? Quels sont les grands moments de ce procès? Maître André Martin Karongozi et Maître Richard Gisagara, avocats des parties civiles dans ce procès Muhayimana, expliquent. La Cour d'assises de Paris a confirmé la décision qui avait été prise par la même Cour mais constituée différemment au premier degré et qu'elle a condamné M. Claude Muhayimana à 14 ans de réclusion criminelle. La confirmation s'explique par le fait que M. Muhayimana est resté dans ses positions, c'est-à-dire dans le refus de donner des informations, de collaborer, parce qu'il a choisi de donner des informations qui ne peuvent pas réellement correspondre à la réalité, notamment qu'il a été malade pendant 2 mois, il a eu la malaria pendant 2 mois, et que lui n'a pas conduit la camionnette qui amenait les tueurs à Karongi et à Bisesero, alors que ces informations sont confirmées par la quasi-totalité des témoins que nous avons entendus, en ce compris les gens qui ont été condamnés pour génocide et qui ont purgé leur peine, qui ont été entendus physiquement à Paris. Donc ceux qui avaient purgé leur peine, il y en a qui ont pris l'avion, qui sont venus à la Cour confirmer les informations à partir desquelles la Cour a pris sa décision. Il y en a d'autres qui sont même encore détenus au Rwanda pour génocide, que nous avons entendus par visioconférence, qui ont confirmé la même chose. Et donc la Cour d'assises à Paris a confirmé la peine qui avait été prononcée au premier degré, à savoir 14 ans de réclusion criminelle. Un autre élément très important dans ce procès, c'est que quand bien même M. Muhayimana avait une épouse Tutsi, qu'il a effectivement sauvé quelques familles, y compris la famille de son épouse, M. Muhayimana a collaboré presque à temps plein parce qu'il a conduit les tueurs, s'est retenu à Karongi, à Bisesero, lesquelles attaques se sont déroulées pendant plusieurs semaines au mois d'avril, au mois de mai et juin 1994. Un autre élément par rapport à ça, on peut se demander comment il est parvenu à protéger sa femme alors qu'il habitait juste en face du stade Gatkwaro où on a décimé des milliers de personnes. Atteste de sa force, de sa puissance, c'est cela justement. C'est un homme extrêmement intelligent, populaire, quand bien même on peut se dire ok, un chauffeur n'a pas autant de poids que ça, mais il avait du poids au point que les autorités à cette époque lui faisaient confiance, à commencer par le préfet de la préfecture de Kibuye à cette époque, Clément Kaishema. Et c'est ce qui explique que même en son absence, parce que je peux vous dire que pendant ces périodes de génocide, les Tutsis ont pu se défendre comme ils ont pu. Il y avait un jeune homme qui avait été entraîné par erreur, parce qu'on l'avait pris pour un Hutu. Il avait été entraîné avec les Interahamwe. Et au moment où le génocide commence, il s'est rangé du côté des Tutsis parce qu'il était Tutsi. Et il avait une grenade. Et c'est cette grenade qu'il a lancée sur un gendarme appelé Mwafrika, qui a été tué. Ce qui a fait dire au tueur,
aux organisateurs du génocide à Kibuye qu'ils avaient affaire pas à des simples citoyens, mais qui se battaient contre le FPR. Ce qui a mobilisé des gens qui sont venus même de Gisenyi, ce qui a mobilisé les moyens de l'État notamment, et pour attaquer ces gens à Karongi et à Bisesero. Et ce fut un calvaire pour eux pendant les 3 mois du génocide. Il y a très peu de survivants. Ceux qui ont pu survivre, c'est des gens qui pouvaient courir et qui ont eu la chance de ne pas être tués pendant cette période. Mais c'était tellement pénible pour eux que même les quelques rares survivants que nous avons entendus, il y en a 2 notamment qui avaient, après autant de mois de courses, de cachettes, de blessures, qui avaient décidé de se rendre aux tueurs, mais qui ont été sauvés in extremis. Voilà, si vous voulez, une image de ce procès qui était très difficile puisque justement, à la fois, M. Mouaïmana a protégé quelques personnes, mais en même temps, il a tué des gens. Mais il avait tout fait pour ne pas dévoiler les informations auxquelles on pouvait, je vais dire, s'attendre de sa part. Et certainement que c'est la raison pour laquelle la Cour a confirmé la peine qui avait été prononcée au premier degré. Quel effet cette décision aura sur les négationnistes ? Eh bien, première chose, la justice a fait son travail, c'est-à-dire que où que les tueurs se trouvent, ceux qui ont participé au génocide, ils peuvent se dire que voilà, jusqu'à leur fin, ils auront en tout cas le spectre que la justice peut les poursuivre. Première chose. Deuxième chose, c'est que ceux qui nient le génocide se rendront compte que la condamnation d'un chauffeur, c'est une condamnation qui a du sens, d'autant plus que finalement, c'est comme le corps, il y avait les têtes penseurs, il y avait le corps, etc. Un chauffeur a joué un rôle important dans le génocide. Et le transport des tueurs a facilité justement le génocide. Je voudrais préciser que la hauteur de ces montagnes de Bisesero à Karongi, les points les plus hauts, parmi les plus hauts du pays, ne facilitait pas la tâche aux tueurs, avait aidé dans un premier temps aux survivants de se cacher dans les hauteurs, de résister, etc. Mais, comme a précisé un des témoins, il a fallu le transport parce que ces génocidaires ne pouvaient pas escalader ces collines, ces montagnes pendant 3 mois. Il a fallu qu'on les conduise, qu'on réduise le trajet qu'ils auraient dû faire. Et donc, le rôle d'un chauffeur a été capital dans la mise à mort des Tutsis à Karongi et à Bisesero. Les négationnistes, comme on dit, le génocide est pensé, le génocide est exécuté, mais le génocide se poursuit à travers le négationnisme. Et donc, il y a des gens qui, même aujourd'hui, sont fiers de ce qu'ils ont fait. Ça, c'est des gens qu'on ne peut même pas dissuader. Bien évidemment, ils se rendront compte que, in fine, les sanctions sont encore là et que la compétence universelle fonctionne encore en Belgique, en France, comme dans le cas qui nous a occupés pendant un mois. C'est-à-dire que ces crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, c'est des crimes dont le monde entier doit s'occuper puisque ça s'est passé au Rwanda, mais ça peut aussi se passer ailleurs. Il faut des préventions. Parmi les préventions, c'est la sanction de ceux qui ont commis l'innommable. Voilà
Donc nous avons fait notre travail comme avocat, mais nous tenons à remercier les clients qui nous ont fait confiance et les témoins qui ont été d'une bravoure exceptionnelle, parce que parler de ça devant un tribunal, devant un tueur, devant les avocats de la défense qui sont autorisés à poser toutes les questions qu'ils veulent autoriser, ça demande beaucoup de courage. Je tiens aussi à souligner que le travail au Rwanda, notamment des juridictions Gacaca, a porté ses fruits à certains égards. Nous avons entendu des gens qui sont passés aux aveux, qui ont dénoncé ce qu'ils ont vu. Et nous avons eu un tueur qui a purgé sa peine et qui est venu demander le pardon au monde entier, à la France, au Rwanda, étant donné ce qu'il a commis, le crime qu'il a commis contre une part de l'humanité, une partie de l'humanité, les Tutsis du Rwanda en l'occurrence. Je n'ai pas encore reçu la feuille de motivation. Vous savez, la feuille de motivation, c'est le document qui est rendu après la décision, qui explique en détail la motivation donc de la décision qui a été rendue. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore reçu. La présidente nous a annoncé qu'elle nous sera transmise lundi. Peut-être que quand nous l'aurons, nous comprendrons un peu plus ce qui a motivé les jurés. Mais pour ma part, je pense que le maintien de ces décisions découle du fait que les jurés d'appel ont sans doute estimé que les jurés de premier degré ont fait une évaluation convenable, satisfaisante pour eux, en tout cas, des faits qui ont été commis, des preuves de l'attitude de l'accusé. Ils ont décidé de reconduire à la même peine. Il faut préciser aussi que le parquet, également, de son côté, avait exactement requis la même peine au premier degré et au deuxième degré. Donc, au premier degré, le parquet avait requis 15 ans, mais les jurés n'avaient prononcé que 14 ans. Et en appel, ça a été la même chose. La procureure au niveau d'appel a aussi requis 15 ans de réclusion criminelle et les jurés ont prononcé 14 comme ça a été au premier degré. Maître Richard Gisagara nous explique ce qu'il a retenu de cette affaire et comment il l'a perçue. C'est une décision que j'accueille avec un sentiment mitigé. D'une part, c'est ce que je retiens le plus, c'est un sentiment de satisfaction face à la décision de condamnation, au prononcé de culpabilité. Vous savez, devant la cour d'assises, aucun procès n'est gagné d'avance. Cette décision intervient au bout de 4 semaines d'intenses débats. En face, nous avions une équipe de défense composée par 2 jeunes avocats qui n'ont pas versé dans le négationnisme comme nous avions l'habitude de le voir de temps en temps. Et au bout du compte, la Cour nous a entendus, la Cour a retenu nos arguments et a prononcé ses décisions de culpabilité et de condamnation. C'est donc très satisfaisant de son point de vue. Mais de l'autre part, je ne peux pas non plus ne pas m'interroger sur le quantum de la peine. 14 ans de réclusion criminelle, ce n'est pas rien, mais compte tenu de la gravité des faits, ça interroge quand même. Et surtout, ce que je regrette le plus, c'est l'acquittement qui a été prononcé en ce qui concerne les faits de Nyamishaba. Pour rappel, Claude Mohaïmane a été poursuivi pour les faits de génocide qui ont eu lieu à Gitois, à Karongi, à Bisesero et dans les côtes de Nyamishaba. Il a été donc reconnu coupable pour les 3 faits, mais il a été acquitté pour ce qui concerne Nyamishaba, alors que pour ma part, j'estime que nous avions apporté assez d'éléments pour démontrer sa culpabilité, mais les jurés ne l'ont pas entendu de cette façon-là. On ne peut que, voilà, on le regrette, mais on l'accepte, c'est comme ça, c'est la justice. Et on ne peut pas satisfaire à tous les côtés. Voilà. Donc, pour ma part, ce que je retiens le plus, c'est ces décisions de condamnation. Il faut le souligner, qui est prononcée pour la 11e fois. C'est la 11e fois que la justice française prononce une décision de condamnation pour génocide commis contre les Tutsis en tant qu'auteur ou en tant que complice. Je mélange les deux, mais c'est quand même satisfaisant au point où nous sommes arrivés aujourd'hui. Il y a quelque temps, on ne pensait pas qu'on arrivera au point où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, pour ma part, c'est ce que je retiens le plus,
la décision de condamnation, même si je regrette le quantum de la peine et l'acquittement en ce qui concerne l'effet de Nyamishaba. Pour les rescapés du génocide commis contre les Tutsis, la décision de la Cour d'assises de Paris a été accueillie avec un sentiment de satisfaction. Dr Philbert Kakwenzile est président de l'association Ibuka. En tant qu'Ibuka et les survivants en général, nous avons accueilli avec soulagement. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs chaque fois que nous attendons que tout un processus de justice pour les victimes et les survivants du génocide se termine. Et il y a même quelques mois, ça a été la même chose. Donc nous avons accueilli avec soulagement parce que s'il y a eu un crime, il faut qu'il y ait aussi la justice. Bien sûr, il a été condamné pour 14 ans et il a été condamné de complicité du génocide. Et quelquefois, je ne vois pas comment quelqu'un peut être un complice d'un crime comme le génocide sans en être nécessairement l'auteur. Mais comme on sait que c'est le processus de la justice, qu'il y a un travail qui a été fait, nous l'attendons comme tel, d'autant plus qu'il y a eu un appel. Et donc, autrement dit, il n'y a pas d'autre marge de manœuvre. Donc, nous l'accueillons comme tel, même si on sait qu'effectivement, il a été aussi auteur de ce crime. Parce que quand on voit le service qu'il assurait pour déplacer les génocidaires, autrement dit, il était vraiment acquis aussi à en commettre. Mais on sait qu'il faudrait fournir des preuves, etc. Et nous en profitons aussi pour remercier le travail qui a été réalisé par la justice française, mais en même temps le travail qui a été fait aux côtés du Rwanda par le parquet national rwandais. Et les témoignages aussi qui ont été donnés par les survivants en général et d'autres témoins oculaires et auriculaires de ce qui s'est passé dans la partie de l'ancienne préfecture d'Okibuye. C'est Ruvugiro Emmanuel, journaliste et passionné pour la justice et qui suit de près ses procès pour génocide hors du Rwanda, livre son sentiment après la condamnation de Claude Muhayimana. Comme cela avait été en instance, dans la mesure où, en réalité, après l'instruction, on a remarqué que l'accusation a toujours eu gain de cause dans ces procès. Avec Claude Muhayimana, nous en sommes à 9 procès peut-être, sinon 8. Donc c'est la 8e personne qui est jugée. Dans le milieu des victimes, cette condamnation a été bien accueillie. Moi, en tant que journaliste, oui, je dis bien c'est bien accueilli parce que la justice a été rendue pour l'accusé, du moment que son sort a été scellé. Et puis pour les victimes, maintenant, ils ont en quelque sorte été réparés, ils ont été réparés dans la mesure où celui qui était prétendument bourreau des leurs a été jugé et condamné. Quand je dis jugé, il a été reconnu coupable des faits dont il était accusé, à savoir la complicité dans le génocide et crimes contre l'humanité. Et voilà, au bout du tunnel, il a été condamné. Voilà. Je suis également satisfait. Je suis satisfait du fait que la justice a été rendue. Ceux qui suivent de près les procès pour génocide commis contre les Tutsis au Rwanda estiment que la condamnation en appel de Claude Muhayimana donne un message assez particulier au moment où certains mènent encore des campagnes de propagation d'idéologie du génocide, de discours de haine et de négationnisme du génocide. Pour ma part, le message qui est envoyé aux présumés génocidaires, c'est le même que celui qui a été envoyé dans les premières décisions qui ont été rendues, c'est de rappeler aux présumés génocidaires que le génocide est un crime imprescriptible,
que quelle que soit la durée, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, ils ne seront jamais en paix tant qu'ils n'auront pas rendu compte à la justice. Que ce soit à 25 ans, 20 ans, ou 18 ans, ou 32 ans comme aujourd'hui dans le cas de Claude Mouhaïmana, ils ne seront jamais tranquilles. La justice, peut-être certains, évidemment, pourront sans doute échapper à la justice, mais ils ne seront jamais tranquilles. Partout ils seront recherchés et les uns après les autres, ils auront à rendre compte à la justice des hommes, quel que soit le temps, quel que soit le pays où ils se retrouvent. Je pense que c'est ce message-là que la justice envoie par cette condamnation. Le verdict est tombé en même temps qu'il y a la propagation de la haine ethnique et l'idéologie génocidaire, quelquefois dans notre pays, mais en grande partie dans la région qui nous entoure, en l'occurrence la RDC, la République démocratique du Congo, et même en Europe, puisque vous avez entendu aussi la condamnation de Charles Onana, qui a été négationniste à ce niveau. Et on voit que ce verdict de cette condamnation, c'est une preuve de plus pour montrer que le génocide a eu lieu contre les Tutsis au Rwanda. Et donc, c'est une preuve aussi historique. Généralement, il n'est pas aisé que la vérité triomphe. Mais quand il s'agit d'un crime qui a été commis, au vu et au su de tout le monde, et qu'en même temps on trouve des preuves, c'est que justement ça doit être une preuve immatérielle, non seulement pour la sensibilisation contre la haine, contre le négationnisme, contre le retour d'un tel crime, que ce soit au sein de la population en général ou des communautés regroupées comme dans les enseignements, etc. C'est vraiment une bonne action et que ça ne doit pas rester sur le plan de la justice seulement, mais aussi que ça soit aussi contribué à tout le monde. Nous savons que par exemple en France, il a commencé l'enseignement sur le génocide commis contre les Tutsis dans les écoles secondaires. Il y a des chercheurs à ce propos. Dans notre pays aussi, il y a des cours pareils et ça va aider aussi sur le plan didactique et pédagogique. Lorsque le génocide commis contre les Tutsis a été arrêté avec le Front patriotique rwandais, la justice, notamment dans les pays européens, n'a pas été entamée. Il y a eu une période de gel et ce n'est que ces derniers temps, à partir de 2014 par exemple, donc après 20 ans, qu'en France, il y a eu la première condamnation. Autrement dit, il y a eu une vingtaine d'années où aucune activité judiciaire n'a pas été faite. Ce que nous demandons à des pays européens et d'autres où se trouvent encore les génocidaires, c'est qu'on doit récupérer ce temps perdu, cette période perdue. Et qu'on essaie vraiment de faire un effort et que justement, il y ait une collaboration entre le parquet rwandais et les appareils judiciaires dans les pays de l'extérieur pour accélérer. Vous savez que plus le temps passe, plus on voit que la justice ne serait plus possible. Chaque fois nous citons le cas de Kabuga, aujourd'hui qui est dans un dilemme, puisqu'il est dit que sa santé est fragile et ça peut être le temps pour les autres. Mais il faut aussi aller du côté aussi des victimes, puisque tout le monde doit avoir cette justice. Autrement dit, ceux qui ont été les victimes doivent aussi avoir cette justice. L'accélération est requise pour tout le monde pour que la justice soit faite. Cette condamnation, c'est un message bien fort aux négationnistes eux-mêmes. Parce que Mouhaïmana lui-même a toujours nié les faits en prétendant, en posant un alibi que durant les crimes dont il est accusé, il était absent de Tibouye, qu'il était allé à Ruyengeri en transportant un gendarme qui
qui avaient été abattus sur les faits. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la femme elle-même du gendarme qui dément, qui fait fondre, son témoignage fait fondre la Libye de Mouhaïmana. D'accord? La femme elle-même de Mouhaïmana dit le contraire de ce que prétend Mouhaïmana. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en ce qui concerne le triomphe de la vérité, le triomphe de la vérité sur les négationnistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à la fin, on va avoir cette vérité, même du côté des personnes qui, que normalement, qu'on devrait cacher, cacher cette même vérité. La région maintenant qui est l'épicentre de cette idéologie du génocide, ça veut dire quoi? Cette condamnation, c'est un signal pour dire, voilà, vous qui niez, vous qui prétendez le contraire, vous, le FDLR et tout ce qui l'appuie, que ce soit les gouvernements africains, que ce soit les simples citoyens, que ce soit les Européens, voilà, la vérité finit par triompher. Et du moment que cette idéologie est à elle-même un crime, c'est un signal pour dire, voilà, si celui qui a commis le génocide est puni, c'est un signal pour vous dire, vous aussi, la justice peut vous rattraper d'un moment d'un moment à l'autre. Il y a eu prolifération. Aujourd'hui, on assiste à, non seulement à la prolifération de ce langage de haine, non seulement par les mots, mais aussi il y a des actes. Il y a des actes. C'est quel message, en fait? La RDC, le Burundi, que les pays africains en général, aujourd'hui, cachent plus de la moitié que des gens, des fugitifs du génocide. N'est-ce pas? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces fugitifs qui se sont familiarisés dans leur milieu d'accueil, qui ont eu le temps d'empoisonner, si je peux dire, ces populations, le message qui leur est adressé est de dire, voilà, dites ce que vous dites, mais la vérité est que Mouhaïmana ou d'autres qui seront rattrapés vont être reconnus coupables et que, voilà, même vous qui dites, qui proliférez, qui propagez ce langage de haine, cette justice peut vous rattraper. Parce que l'idéologie, c'est les mots d'abord, et puis c'est les actes après. Comment s'organisent les procès pour génocide plus de 3 décennies après les faits et très loin du Rwanda? Maître Richard Gisagara. Hélène Dumas parlait des procès écoles. En parlant de ces procès de génocide jugés en France, qui se tiennent en France, elle a parlé de procès écoles. Pourquoi? Dans la mesure où les juges français, les magistrats eux-mêmes, puis les jurés, en apprennent sur l'histoire du Rwanda, en apprennent sur l'histoire du génocide, sur la réalité des faits qui se sont déroulés il y a 30 ans, en 1994, à 10 000 lieues de chez eux. Et puis, quand je mentionne cela comme une sorte de difficulté, c'est que on comprend mal, et ça on le voit quand on va du côté des victimes sur les villages, quand nous allons leur rendre compte de ce qui se passe
en France ou en Europe en général sur ces procès, ils disent mais comment est-ce que vraiment on peut attendre quelque chose, on peut attendre justice des juridictions françaises, des juridictions belges, des juridictions européennes en général, au regard de notre histoire avec notamment les Français, notamment les Belges. Voilà, il y a une sorte que les gens ne comprennent pas. Hein? Ils suspectent qu'au bout des procès, il y aurait des acquittements, il y aurait... Mais quand je parle de procès-école, c'est que justement, les juges eux-mêmes, après avoir appris sur le génocide de le Rwanda, après avoir entendu les témoins des faits, les témoins de contexte, ils comprennent et finissent par justement établir la culpabilité des accusés et prononcer leur condamnation. Bon, mais cela arrive après avoir contourné pas mal de difficultés, comme vous le dites. 30 ans après, qu'est-ce qui se passe 30 ans après? 30 ans après, il y a eu que les gens vieillissent, les témoins, les bourreaux eux-mêmes. Vous avez suivi ce qui s'est passé avec le procès Kabuga, qui s'est terminé dans un cul-de-sac. Kabuga a été jugé incapable d'être jugé dans la mesure où il a été frappé d'amnésie ou de quoi. Voilà. Donc, avec les victimes, témoigner dans un pays étranger, peut-être là ça rejoint ce que je disais avant à propos de ces procès-écoles, devant des gens d'une autre culture, hein, on a vu que des fois, que les Rwandais qui vont témoigner devant ces juges, des fois se comportent comme si ils étaient devant des juridictions gacaca, devant des magistrats rwandais qui comprennent même le langage des signes, même les non-dits, voilà. Et des fois, il y a ces difficultés de communication. Mais avec l'expérience de ces procès, on voit que finalement, cette difficulté a été bien contournée et que le langage de la vérité, le langage des émotions, le langage des victimes a été entendu devant le peuple français qui est représenté par justement les Inyanga Mugayo, ces jurés, qui finissent par comprendre qu'un tel a commis un crime contre l'humanité et que c'était à eux de donner justice au nom de la compétence universelle. Voilà. Donc, une autre difficulté, c'est que le temps a donné lieu, on a pu voir ça, que les personnes vieillissant, on a pu voir que la mémoire s'effrite et que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, ils ont du mal à rendre ça mot pour mot. Certaines choses ont été oubliées. Et là, devant les juges, les magistrats français, des fois, ça donne lieu à des incompréhensions. Et devant la défense qui, des fois, parle de témoignages techniqués, de témoignages fabriqués, hein, que certains peut-être croient qu'effectivement, il y a eu un peu de ça, et voilà. Non seulement ça, mais aussi, il y a eu ce problème de subornation de témoins, que les témoins qui se contre... Non, ce n'est pas une contradiction. Ils ont déposé devant le juge d'instruction, devant les juges de première instance, ils ont témoigné de cette façon, et en appel,
ils reviennent sur leur témoignage et disent le contraire. Pourquoi? Parce que l'accusé et son équipe ont eu le temps de les acheter, comme on dit, ou alors de les suborner, comme on dit dans un langage technique. Voilà. C'est plein de difficultés, c'est plein de trucs qui rendent ces procès difficiles à juger 30 ans après la commission des crimes du génocide. Malgré toutes ces difficultés dont nous parlons, il y a quand même de quoi se féliciter. Oui, il y a de quoi se féliciter dans la mesure où toutes ces difficultés ont été contournées, mais que le langage de la vérité a été entendu. Et que les victimes ont toujours eu gain de cause. Je vous ai parlé de 8 personnes jugées, hein, parce que quand je reviens sur disons les peines, les verdicts dans tous ces procès, il y a eu une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité, il y a eu 30 ans, il y a eu une vingtaine, il y a eu maintenant, avec Mouhaïmana, c'est peut-être la peine la plus petite, 14 ans. D'autres ont écopé beaucoup plus. Voilà. 32 ans après les faits, les procès pour génocide s'inscrivent dans la continuité des procédures engagées en France contre les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Seyni Ruvugiro Emmanuel estime que ce procès Mouhaïmana contribue au triomphe de la vérité. Les difficultés sont nombreuses. Je vais peut-être vous parler de 2 principales difficultés qui me viennent à l'esprit. La première difficulté, pour ma part, c'est le temps. Le temps ne joue pas à notre faveur. Nous avons perdu beaucoup de temps. Vous savez que le premier procès de génocide a eu lieu en 2014, c'est-à-dire plus de 20 ans après les faits. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un rythme de 2 ou de 3 procès par année. C'est un rythme soutenu au niveau de la justice française, mais c'est pas suffisant par rapport au nombre de dossiers qui sont toujours pendants dans les instances de la justice. Aujourd'hui, il y a plus ou moins 30 dossiers qui attendent d'être investigués, qui sont à divers niveaux de justice. Il y a certains qui sont juste au début, d'autres qui sont au milieu et d'autres qui sont terminés, qui attendent tout simplement d'être fixés pour être jugés. Et donc, si on continue au rythme de 3 ou de 2 dossiers par année, on ne pourra jamais juger toutes les personnes qui sont en France, qui sont en tout cas soupçonnées d'avoir participé au génocide. L'OTAN fait que certaines s'en aillent, sans rendre compte à la justice. Ils ne sont pas éternels et il y en a qui sont déjà décédés après avoir été condamnés et d'autres qui sont décédés sans avoir été condamnés. Et si on continue comme ça, ils seront nombreux à nous quitter sans, en tout cas, à rendre compte à la justice. Et du côté des victimes, c'est aussi la même chose. Déjà, il y a ce qu'ils ont vécu déjà, et ce long attente de la justice qui ne vient pas aussi les affecte et affecte également leur mémoire. Au-delà du phénomène de la mémoire traumatique, mais il y a aussi l'effet normal du temps. Au bout de 32 ans, on ne se souvient pas exactement de ce qu'on a vécu, et même dans des conditions normales. Donc, le temps vraiment joue à notre défaveur. Je ne vais pas non plus oublier le fait que les accusés, certains accusés peuvent profiter de ce temps pour corrompre les témoins. C'est quelque chose que nous avons observé dans ce dossier, le dossier que nous venons de terminer de Claude Mouhaïmana. On a vu au moins, je crois, 3 témoins qui ont changé de manière très, très suspecte, en tout cas, leur témoignage. Et on peut soupçonner que l'accusé a profité du délai qu'il y a eu entre le premier procès et le deuxième procès pour peut-être les corrompre ou les convaincre d'une façon ou d'une autre à changer leur témoignage. Et donc, si les procès continuent à s'éterniser, je pense que ce phénomène, on va observer ce phénomène de plus en plus souvent.
Donc ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté que je peux citer rapidement, c'est la distance. Quand je parle de distance, je vais dire l'éloignement entre la France et le Rwanda. Je ne parle pas de l'éloignement géographique, mais je parle aussi en termes de langue, en termes de culture, en termes de société. C'est pas toujours facile pour les jurés de de comprendre ce qui s'est passé parce que on a notre société, nos habitudes, notre façon de faire, notre façon de nous exprimer est différente par rapport à la France. Nous passons toute une semaine en essayant d'expliquer la société rwandaise, les habitudes rwandaises et l'histoire du Rwanda pour qu'ils puissent se mettre au niveau donc de la société rwandaise, mais c'est pas évident que ça. Je pense que ce qui serait en tout cas le mieux, ça serait que ces jugements puissent avoir lieu au Rwanda, ça serait beaucoup plus facile en tout cas, et en tout cas pour moi, voilà, l'idéal serait que les procès puissent avoir lieu au Rwanda. Même si les procès se tiennent loin du Rwanda, Seyne Ruvugiro Emmanuel explique qu'il est essentiel et que la justice est rendue. Avec les procès qui se tiennent loin du Rwanda, en Europe, quand ils se terminent sur des condamnations, beaucoup de choses sont révélées. Beaucoup de choses se recoupent et la vérité finit par justement être vue dans la mesure où, comme je le disais il y a quelques instants, que les accusés, ceux qui les soutiennent, parce que entre-temps l'idéologie du génocide a fait bon train, elle a gagné du terrain, même en Europe, avec son noyau qui se trouve être aujourd'hui la sous-région des Grands Lacs. Maintenant que justement la vérité éclate au bout de ces procès, c'est l'histoire du génocide qui se fait entendre comme vraie dans la bouche de ceux qui l'ont vécu et probablement qui devrait faire taire ceux qui révisionnent ou alors ceux qui nient complètement cette histoire du génocide. Avec Claude Muhayimana, qu'est-ce qui se passe? Muhayimana, il est chauffeur dans un projet pêche à Kibuye. Son crime, il a transporté des gendarmes et des miliciens sur le lieu des crimes, mais ce n'était pas un simple voyage touristique, c'était des gens qui allaient tuer, avec leurs machettes, qui allaient tuer avec leurs fusils. Et il était là, on l'a bien vu sur la scène des crimes, on l'a bien vu au milieu des tueurs, et fort malheureusement, je dis bien malheureusement pour les victimes, ils disent, voilà, comment quelqu'un peut être là sans prendre part aux théories. Mais aujourd'hui, les faits sont tels qu'il n'y a pas de fait tangible qui montre que Muhayimana a tué une telle personne de ses propres mains avec une machette ou alors avec un fusil. Voilà, c'est la raison pour laquelle il a été jugé et reconnu coupable de complicité pour le crime de génocide et crime contre l'humanité. Donc, Muhayimana, dans la foulée du génocide ou pendant le génocide lui-même, avec l'arrivée de la mission turquoise, les Français, il les rejoint et il leur sert de guide, il leur sert de chauffeur, je ne sais pas, mais il a travaillé main dans la main avec les soldats de l'opération turquoise. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, au cours des procès, on a vu par exemple le général Sartre, qui va témoigner pour la défense, pour défendre Muhayimana. Ça veut dire quoi?
avec ce que l'on accuse, ce dont on accuse les Français d'avoir aidé, d'avoir couvert les génocidaires, ça donne quel message? Ça donne, malgré tout cet appui, malgré cette protection, les juges français ont reconnu quand même que le protégé de leur contingent a été reconnu coupable, a trempé d'une façon ou d'une autre dans le crime de génocide. Donc la vérité, dans la zone turquoise, la vérité dans l'ancienne préfecture de Kibuye, qui a été tant cachée, peut-être du jour au lendemain, avec de telles condamnations qui révèlent la vérité. La vérité totale va être mise à nu et voilà, peut-être que tout ce sera au bout du tunnel. Quelle est l'importance d'un tel procès qui débouche sur une condamnation? Louis Laurent, doctorant en études politiques à Paris, qui mène des recherches au Rwanda pour sa thèse de doctorat, explique. Alors d'abord, en tant que jeune chercheur, je dois dire que le procès de Claude Mouaïmana en première instance a été ma première rencontre avec le temps judiciaire qui consiste à traduire en justice les responsables ou les suspects du génocide des Tutsis. Et ce que j'ai été frappé dès 2021, c'était l'extrême proximité en fait entre le temps du génocide et le temps judiciaire. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est comment les témoins, les victimes et les parties civiles ont été rassemblés dans cette salle du palais de justice à Paris pour évoquer le génocide des Tutsis et répondre aux questions du jury d'assises qui était composé en partie de citoyens français non magistrats. Donc c'était vraiment un procès qui était assez marquant et aujourd'hui, le procès d'appel confirme la peine donnée en première instance et je soulève l'intérêt historique d'un tel procès parce qu'il permet de conclure sur la responsabilité individuelle d'un Rwandais dans le génocide des Tutsis, jusqu'à potentiellement une réévaluation de la Cour de cassation. Et Claude Mouaïmana est aujourd'hui le 5e Rwandais condamné définitivement depuis 2014. Alors c'est peut-être peu au regard des nombreuses plaintes qu'il y a et des instructions qu'il y a encore en France, mais c'est, disons, une conclusion majeure sur le fait que l'impunité ne se maintient pas et que les responsables potentiels du génocide des Tutsis peuvent être traduits en justice et condamnés. Alors oui, je pense que cette condamnation rappelle quelque chose d'une manière assez indélébile, c'est que les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide sont imprescriptibles et qui peuvent être jugés dans plusieurs structures judiciaires, dans les procès de Cour pénale internationale, mais aussi dans les procès d'assises en Europe, en vertu de la compétence universelle, qui est une capacité, une faculté qu'ont les cours de justice européenne à juger des étrangers qui ont commis des crimes graves contre des étrangers à l'étranger, à partir du moment où ils résident sur ce nouveau territoire doté de la compétence universelle. Et ça a été quelque chose qui a été mis en place très rapidement au début des années 2000 par la Suisse et la Belgique, puis par la France, l'Allemagne et les pays nordiques à partir des années 2010. Et je pense que aujourd'hui, il est important de se rendre compte qu'on entre dans un temps de conflictualité majeure, d'atteinte au droit international et de résurgence des discours de haine et de discours extrêmement radicaux sur le plan politique, et que la résurgence de ces discours de haine dans la région de l'Afrique des Grands Lacs, de la xénophobie, du racisme partout dans le monde, doit nous interroger, nous, en tant que citoyens, car c'est un devoir moral et civique de déconstruire et condamner ces discours et ces idéologies de haine. Et outre ce devoir citoyen, il y a bien entendu l'enjeu judiciaire, puisque la justice prévoit une réponse contre les discours négationnistes. Cette année, il y a eu notamment le procès de Charles Onana qui a été condamné pour écrit négationniste avec son éditeur. Et la justice apporte aussi une réponse pénale aux autres configurations de violences et de crimes de masse, puisque cette année en France, toujours en vertu de la compétence universelle, il y a eu le procès de Roger Lumumba, qui était un ex-ministre de la République démocratique du Congo, qui a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour sa participation à des crimes contre l'humanité dans le Sud Kivu et dans l'Ituri. Et cette année, en 2025 toujours, en France, il y a eu aussi le procès de bourreaux syriens du régime de Bachar al-Assad qui a été renversé depuis. Donc ça montre que ce soit à la CPI, à la cour d'assises, dans les pays européens, l'impunité ne se maintient pas dans le temps.
Alors, je pense que l'histoire du génocide des Tutsis, elle est de plus en plus habilitée et institutionnalisée en France ces dernières années, notamment avec la publication du rapport Duclerc en 2021 et le discours de reconnaissance de la responsabilité accablante de la France par Emmanuel Macron. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que, indépendamment du processus judiciaire et, des avancées politiques, il y a eu un gros travail qui a été effectué par les enseignants, par les historiens et les chercheurs pour justement travailler sur le génocide des Tutsis. Et il y a eu plusieurs rapports académiques qui ont été publiés, dans la fin des années 2010, qui invitaient les politiques, les autorités scolaires françaises d'enseigner davantage les crimes de masse et les génocides du XXe à l'école. Et de 2017 à 2019, le génocide des Tutsis est entré au programme scolaire du secondaire en France. Et moi, je fais partie de la dernière génération d'élèves du secondaire qui n'ont pas obligatoirement étudié le génocide des Tutsis, mais désormais, c'est au tronc commun d'histoire-géographie et aussi dans les spécialités d'enseignement qui sont pris par les élèves entre la première et la terminale. Et les élèves découvrent donc l'histoire du génocide des Tutsis par le biais des Gacaca et du tribunal pénal international. Et de mon expérience que j'ai des rencontres avec les publics scolaires et les élèves du secondaire, ils sont très sensibles à la question du génocide des Tutsis, au processus historique sous-jacent à cet événement, notamment la racialisation de la société rwandaise pendant l'époque coloniale, mais également l'implémentation de l'ethnisme politique et du racisme au cours de la première et de la deuxième République rwandaise. Et ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que nous, enseignants-chercheurs et enseignants-chercheurs, historiens, nous insistons vraiment aussi sur la question de la compétence universelle dans l'enseignement au secondaire, parce que les élèves qui auront un jour 18 ans pourront être amenés à être convoqués comme jury d'assises et siéger pour juger de crimes, ordinaires, des cas de viol ou de meurtre en France, mais ça peut être aussi des crimes de génocide ou des crimes contre l'humanité. Alors je dirais que cette procédure judiciaire, elle montre qu'il n'y a pas de petits ou de grands génocidaires, qu'il y a des acteurs qui agissent à diverses échelles en fonction de leurs capitaux, en fonction d'une position sociale antérieure ou de moyens matériels qui vont être mobilisés dans le génocide. Et ça montre aussi fondamentalement la question de la mobilité, et plus précisément de la mobilité motorisée. Durant le génocide des Tutsis, la capacité de se déplacer en groupe avec des véhicules tout-terrain ou avec des bus de l'Onatracom par exemple, et des bus réquisitionnés par les autorités, était un outil décisif pour briser toutes les possibilités de survie des Tutsis rassemblés dans des lieux publics ou bien sur des sites naturels comme dit Cicéro. Et pour avoir parcouru ces dernières années à de nombreuses reprises les routes de l'ancienne préfecture de Gikongoro et de Kibuye, en 4x4 tout-terrain, on voit qu'il est nécessaire d'avoir des moyens d'État ainsi qu'une participation populaire et massive pour pouvoir organiser le génocide et éradiquer la population Tutsi de ces préfectures-là entre le mois d'avril 1994 jusqu'à juillet. Donc c'était un outil important qui a rendu possible le génocide. La capacité à se mouvoir et les outils de transport et de convoyage des miliciens étaient un outil principal. Et donc être un chauffeur pendant le génocide des Tutsis, c'est avoir une position sociale assez très spécifique et qui ne doit pas être négligée au regard de la difficulté de se déplacer sur certaines routes des anciens de l'Ouest. Qu'est-ce qui suit après l'affaire Mouraïmana, étant donné qu'une trentaine de dossiers se trouvent encore devant la justice française? Maître Richard Gisagara. Cette année, après le procès de Claude Mouraïmana, 2 autres procès sont programmés. Chacun aura lieu sur 2 mois. Le premier est celui de Eugène Rwamukyo, qui est programmé au mois de juin et de juillet. C'est un procès qui, à mon sens, va être très intense. C'est une personne qui a un fan club très présent et très engagé physiquement et sur les réseaux. On l'avait observé la dernière fois. Il venait accompagné par de nombreuses personnes qui étaient présentes, qui sont venues le soutenir et qui sont très présentes aussi et qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, j'imagine qu'ils vont faire la même chose aussi en appel. Et donc, c'est un dossier que nous attendons et
fermement. Il y aura aussi un dossier qui viendra au mois de novembre et décembre qui concerne une personne appelée Safar Madjaliwa. Ce dossier-là, c'est la première fois qu'il va venir devant la justice pour être jugé, alors que le dossier de Sosen de Rwamukyo, Eugène Rwamukyo dont je viens de parler, lui vient en appel puisqu'il avait été condamné au premier degré à 27 ans d'emprisonnement. Voilà, ce sont donc ces deux dossiers-là au mois de mai-juin, Eugène Rwamukyo, juin, juillet pour Rwamukyo et novembre et décembre pour Safar Madjaliwa. Plus de 3 décennies après le génocide commis contre les Tutsis, la justice est toujours rendue. Et de tels procès de la vie des observateurs permettent de connaître davantage la vérité sur l'histoire du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda.